Avec 27 des 33 voix du conseil municipal, Marie-Luce Panchard vient tout juste d'être élue maire du chef-lieu. Et Lucette Michaud-Chevry vient d'assurer la transmission du pouvoir à Basse-Terre. Les Bastériens ont toujours su qu'en votant pour la liste Expérience et Solidarité, ils faisaient le choix de deux femmes politiques, ils faisaient le choix de Lucette et de Marie-Luce. Quoi qu'il en soit, une nouvelle page de l'histoire politique de Basse-Terre vient de s'ouvrir. Un hommage à Delgrès et à tous ceux qui, avec lui, ont combattu pour la liberté. Vivre libre ou mourir, une devise, un devoir de mémoire. 212 ans après son sacrifice, Louis Delgrès suscite toujours plus que jamais l'admiration pour sa loyauté, son courage et sa compassion universelle. Le combat qui a eu lieu avec les deux colonnes qui sont arrivées, et quand ils ont vu qu'ils allaient être pris, certains ont préféré se suicider. Pluie diluvienne, inondations, glissements de terrain d'un côté, de l'autre, des périodes de sécheresse plus fréquentes et plus longues. Voilà le scénario catastrophe prédit pour les prochaines décennies. Ce séminaire sur l'évolution du climat et ses impacts en Guadeloupe visait à sensibiliser les collectivités à ces menaces bien réelles. La Guadeloupe n'est pas une île par rapport au changement climatique, mais sera bien concernée assez directement par ses effets. Les conséquences de l'évolution du climat sont déjà visibles en certains endroits. Les administrateurs de l'Office et les agriculteurs venus des autres régions et collectivités d'outre-mer sont allés ce matin sur le terrain en Grande Terre pour des visites d'entreprises agricoles aidées par les fonds publics. Exemple ici dans les jardins de Saint-François, spécialisés dans la culture sous serre des plantes aromatiques avec un système d'irrigation plein champ. Une entreprise de 3 hectares 9 financée en grande partie par les fonds publics. Des historiens partagent leurs connaissances sur la place de la Caraïbe dans la Première Guerre mondiale. Environ 9000 Guadeloupéens ont été incorporés durant ce conflit. Plus de 6000 d'entre eux se sont retrouvés au front. Dans la colonie, peu de personnes savent à l'époque ce qu'est vraiment cette drôle de guerre. Le pointois Camille Mortenol est l'un des rares officiers guadeloupéens de la guerre 14-18. Ce fils d'esclaves affranchis, passé par l'école polytechnique, a retenu l'attention de Gallieni, gouverneur général de Paris. Paris doit son salut à Gallieni et à Mortenol. Proposer aux agriculteurs de demain une variété d'igname améliorée, c'est l'objectif de la plateforme RITA créée il y a 2 ans. Tout au long de la journée, les équipes de chercheurs du CIRAD et de l'INRA notamment ont expliqué cette amélioration végétale à travers plusieurs ateliers de rencontres avec les étudiants. On leur montre un peu comment on sélectionne l'igname pour sélectionner des variétés qui sont adaptées localement. Certaines variétés ont été déjà retenues. Elles seront bientôt dans les champs. La nouvelle étape devrait porter sur l'amélioration des pratiques de culture. Les coproductions peuvent aussi rapporter gros. Messages martelés sur la croisette par les politiques et les professionnels ultramarins. Exemple, la série Death in Paradise. 104 jours de tournage en Guadeloupe, 1000 figurants et 79 techniciens employés. Pour un investissement de la Guadeloupe de 500 000 €, les producteurs ont dépensé 5 millions sur place. De nombreuses personnalités d'origine ultramarine sont venues témoigner de leur adhésion au choix des coproductions comme moyen de développer le cinéma outre-mer. Félix Eboué, un destin, un parcours aussi prestigieux qu'hors série. Après une parenthèse antillaise en Martinique et en Guadeloupe, Félix Eboué retrouvera le Tchad, la terre africaine, où le surprendra la Deuxième Guerre mondiale, et où, en tant cette fois que gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, il ralliera ses colonies à la France libre, au général de Gaulle. La mémoire d'un compagnon de la libération qui repose désormais auprès de Victor Schellcher. 2 journées de l'or afin d'informer la population, c'est en tout cas l'objectif premier de l'association Orchidée de Guyane. Il y a un potentiel de développement au travers de l'activité minière qui est énorme pour la Guyane. Il faut voir que si on produit 10 ou 15 ou 20 tonnes d'or dans les 10 prochaines années, ce sont entre 300 et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires qui vont être injectés dans l'économie guyanaise. La surface d'exploitation potentielle est de 35 000 km². À ce jour, 250 000 tonnes d'or auraient déjà été prélevées en Guyane. Le Conseil général a décidé de ne plus verser des salaires aux prêtres de la Guyane. La somme des salaires des plus de 30 prêtres du département
coûterait à la région plus d'1 million d'euros chaque année. Alain Tianliang estime que le moment est venu de mettre fin à cette situation inédite en France, car la Guyane est la seule région qui prenait en charge les prêtres. La Commission européenne négocie l'accord commercial de libre-échange avec les États-Unis. Un marché qui concerne 820 millions de consommateurs. Aucune information ne filtre sur l'avenir des Outre-mer dans ces négociations. Des menaces qui ont convaincu le député sortant d'Hiver Gauche, Younous Omarjee, de rejeter la négociation. Le tissu industriel de nos territoires risque d'être encore plus affaibli qu'il ne l'est déjà. Sur le port de pêche du Larivot, 2 Américains de la NOAA, l'administration américaine de l'océan, sont en visite d'inspection. Tous les ans, ils viennent en Guyane conseiller les pêcheurs dans la manipulation de ce filet appelé TED et conçu aux États-Unis dans les années 80. Ces filets empêchent les tortues marines d'être capturées. Testé depuis 2005, il est aujourd'hui obligatoire pour tout chalutier qui opère dans les eaux guyanaises. Cet homme qui a hâte de retrouver sa classe, c'est Jean-Mario. Il a 26 ans, il est brésilien, il collabore avec le professeur pour transmettre toute la richesse de la langue portugaise, mais du Brésil. Normalement, aujourd'hui, nous avons des partenariats avec AMAPA et PARA. Jean-Mario a bénéficié d'un programme européen pour venir étudier en Guyane. Ce système d'assistants est bien rodé. Chaque année, il accueille une trentaine de bénéficiaires. À chaque déchet, des solutions. D'une très grande diversité dans la taille, dans la concentration et dans la fréquence des chantiers, les déchets du BTP nécessitent une organisation de la collecte adaptée. Bien que la gestion des déchets des chantiers ait progressé au cours des 10 dernières années, des marges de progrès demeurent concernant la prévention de ces déchets et l'optimisation de leur gestion. Au jour d'aujourd'hui, pour les déchets dangereux du BTP, il y a quand même des entreprises privées qui traitent ces déchets-là. Et c'est vrai que les professionnels ne le savent pas. Le problème le plus général que vivent les homosexuels en Martinique, c'est l'homophobie sociale, un climat hostile à l'homosexualité. Il y a beaucoup de personnes en Martinique qui ne sont absolument pas homophobes. Le problème, c'est que le nombre de personnes qui sont homophobes est suffisant pour qu'il y ait un climat hostile à l'homosexualité qui fait énormément souffrir ces populations homosexuelles. Si certains s'assument parfois avec le soutien de leur famille, beaucoup préfèrent rester dans l'ombre. Véritablement sortir de notre isolement géographiquement, à terme, couvrir l'ensemble du bassin caribéen. Nous aimerions avoir plus de membres des îles de la Caraïbe française qui participent et jouent un rôle prépondérant dans la CSA, afin que nous prenions conscience de leur atout en tant que grande délégation des Antilles françaises. Vous ne pouvez pas développer des relations commerciales sans développer des relations humaines. Et c'est ce que nous venons faire ici. Nous venons à la rencontre de nos homologues de la Grande Caraïbe. 13,8%, c'était le taux de participation aux élections européennes de 2009 en Martinique. Ça représente près de 86% d'abstention. C'était d'ailleurs le plus fort taux d'abstention de tout l'outre-mer. Le rôle de l'Europe n'est pas toujours bien perçu par les Martiniquais, donc ils ne votent pas. Déficit d'information, complexité du vote, éloignement des instances décisionnaires et multiplicité des scrutins, autant de raisons qui font que les élections européennes en Martinique ne font pas recette. Le 22 mai, c'est l'affaire de tous. Une journée pour danser, chanter, faire sortir le nègre fondamental ancré en chacun de nous. Un instant de mémoire, mais aussi de fierté. Pas question de douter de nous-mêmes aujourd'hui. Les ancêtres ont rompu leur chaîne, leurs descendants doivent être à la hauteur, peu importe le lieu, à la campagne comme à la ville. Et aujourd'hui, tous les Martiniquais étaient des victorieux, des hommes et des femmes debout, qui n'oublient pas d'où ils viennent. Depuis 1848, date de l'abolition de l'esclavage, les opprimés réclament réparation. Mais à l'époque, le décret ne prévoyait d'indemniser que les anciens propriétaires d'esclaves. Selon le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, 63% des populations d'outre-mer sont pour la réparation. Un chiffre qui émane d'un sondage IFOP.
Ce même conseil représentatif vient de demander réparation à des institutions bancaires et des familles bordelaises pour avoir profité de la traite des Noirs. Le mot d'ordre, mettre en lumière les victimes de l'esclavage des colonies françaises. C'est l'objet de cette manifestation à la fois mémorielle et culturelle. Au programme, des concerts, des interventions politiques, des ateliers pour comprendre l'histoire de l'esclavagisme, ainsi qu'un mémorial. De nombreux groupes originaires d'Europe, d'Afrique, de la Caraïbe et de l'océan Indien se sont retrouvés sur la grande scène pour rendre un hommage collectif et défendre une valeur universelle, la fraternité entre les hommes et les peuples.